Et ma maman, elle était horrifiée quand elle regardait mes cahiers. Et tout. Plus manga, parce que, oui, bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que j'étais au courant de rien du tout. Et moi, ce soir-là, j'étais ivre. On parle de Game Boy, on parle du Dragon Ball. Ouais, j'ai vu, mais après... Mais il se fait décapiter après. Mais c'est quoi ça? Alors aujourd'hui, dans Storytown, on a le grand plaisir d'accueillir Dean. Dean, merci et bienvenue dans le podcast. Merci à toi, merci pour l'invitation. Alors, je sais que tu as un alias, mais je préfère que tu me dises comment on le prononce pour que j'évite de l'écorcher. Catmouse James. Voilà. Catmouse. 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 Ok, d'accord, ça marche. Alors, est-ce que, déjà, pour commencer, tu peux te présenter comme tu te présentes dans la vie de tous les jours je m'appelle Tina. Quand je dessine, j'utilise mon pseudonyme. Je suis dessinatrice, donc je fais principalement de la bande dessinée. Mais sinon, à part ça, je travaille aussi pour faire des livres jeunesse. Et je fais quoi aussi je fais des travaux de commande pour des ONG. Voilà. Okay. Alors, des livres de jeunesse, est-ce que tu peux peut-être nous dire exactement ce que c'est, ce que ça englobe? Des albums jeunesse, vraiment à l'ancienne, des livres avec des textes à gauche et des images à droite. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc c'est pas des BD du coup, mais c'est vraiment des livres compilés à l'ancienne. Des albums. Ouais, voilà. Ok, je vois. Alors déjà, toi à la base, t'as fait des études en marketing, stratégie. Est-ce que à l'époque déjà, toi, tu savais que tu voulais être dessinatrice plus tard? Depuis toute petite, en fait, je voulais soit devenir dessinatrice, soit devenir astronaute. Donc, quand tu es une fille qui habite à Madagascar, c'est un peu un mauvais combo. Donc, j'ai dû faire des études plus conventionnelles. Mais sinon, au fond de moi, je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire. Alors, marketing, pourquoi? Parce que je me disais que ça pourrait toujours me servir plus tard. Et ce qui est pas faux, puisque ce sont des valises que j'ouvre de temps en temps quand même dans la gestion de ma petite carrière, on va dire. Mais ça s'est manifesté comment? Je veux dire, c'est genre dès ton plus jeune âge, dès qu'il y avait des crayons, des feutres, toi, direct, c'est bon, t'étais emballé par tout ça et voilà, naturellement, tu te mettais à dessiner ou alors pour faire simple, au fait, le premier contact que j'ai eu avec le dessin déjà, c'est à travers ma mère, puisque elle aussi, elle faisait du dessin, elle faisait de la peinture, de l'aquarelle. Donc partir d'une toile vierge et remplir avec des couleurs, moi je trouvais ça hyper fascinant. Mais pour te raconter une petite anecdote par rapport à la BD, dans les petites classes, je faisais plus CP ou CE1. Moi, j'étais dans une école malgache, donc c'était T2. On avait des petits problèmes de calcul, tu vois, où, par exemple, Rassou va au marché acheter, 2 kilos de bananes, et il fallait, par exemple, calculer combien le vendeur va rendre, la monnaie, des choses comme ça. Et si tu veux, moi, je déconnectais les chiffres et la petite histoire. Donc moi, je voyais des chiffres. Je faisais 2 kilos de bananes plus 300 arrière égale 302. Point final. Et j'additionnais juste tout. Et ma maman, elle était horrifiée quand elle regardait mes cahiers. Et ce qu'elle avait fait, en fait, c'est que elle dessinait Rassou, qui allait au marché. Elle dessinait le marché, elle dessinait les bananes avec le prix. Et elle avait cette manière d'assembler, au fait, les chiffres et les lettres dans l'énoncé du devoir. Et des fois, elle mettait des bulles. Et ça faisait, au fait, des enchaînements de cases et de la BD. Et c'est une méthode que j'ai gardé tout le long de ma scolarité. Même maintenant, quand je prends des notes avec tes clients, il m'arrive de faire des dessins pour prendre des notes. Ah ouais, elle était quand même hyper impliquée, hein, parce que quand même, elle était vraiment hyper impliquée. En fait, l'histoire, si tu veux, c'est que nous, on a vécu à Rivumma, c'est à 48 km de Tana, où si déjà Madagascar est en retard par rapport à l'Occident, donc à Rivumma, on est encore plus en retard. Et elle avait vraiment peur, au fait, quand elle avait emménagé là-bas avec mon père, que notre éducation soit foirée. Et elle faisait vraiment attention à ce que tous les devoirs soient bien faits. Elle allait même loin, elle poussait très loin parce que, au-delà des devoirs à l'école, nous, on avait un cahier où elle avait mis étiquette cahier de maison, où elle inventait des devoirs. Ok, pour vous occuper, pour aussi travailler. Mais sauf qu'elle le faisait, en fait, à la manière des cahiers d'activité, et je trouvais ça sympa. Donc, voilà.
Par contre, j'imagine, quand t'as fait le calcul, je prends l'exemple des bananes, que t'as eu 302, ta maman, t'as pas dit, ça va être compliqué de devenir astronaute avec... Non, elle m'a pas cassé directement comme ça. Oui, et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que à un moment, tu t'es dit, bon, je vais pas me lancer dans la carrière d'astronaute, justement, mais je vais me focus... C'était au moment où je suis rentrée à l'université, où j'ai fait de la gestion. Là, je suis retombée directement. Je trouvais ça inaccessible et tout. Encore la bande dessinée, je me disais, il y a peut-être moyen plus tard, mais on verra. Voilà. Et pourtant, à ce moment-là, toi, tu connais des gens qui sont... Alors, peut-être, ta maman, elle en faisait son activité principale Non, elle était femme au foyer. Elle aidait mon père dans son travail, mais principalement femme au foyer. Ok. Et toi, à ce moment-là, tu connaissais quelqu'un qui arrivait déjà à vivre justement de la BD, du dessin? Non, du tout. Juste après le bac, non, du tout. Sinon, dans ma petite enfance, j'avais lu des BD malgaches. Elles appartenaient à ma maman. C'était les Péninges et voilà. Et je regardais comme ça, mais bon, en général, c'était de l'action, tu vois, c'est du karaté, du kung fu et tout. Et c'était pas vraiment mon dada, on va dire. Mais voilà, c'était pas ce qui m'a inspiré, qui m'a poussé à vraiment faire de la BD plus tard. Par rapport à ça, d'ailleurs, si tu devais un petit peu, en fait, te replonger dans ton enfance, comment tu trouvais globalement ta vie de l'époque, ton enfance à Revoma? C'était une vie assez atypique puisque moi j'ai grandi dans de grands espaces, je courais dans les champs et on n'avait qu'une chaîne de télévision, c'était la TVM. Il fallait tripoter déjà l'antenne pour capter un peu. Donc toute ma culture cinématographique et voilà était vraiment en retard. Je les ai construites, je l'ai construite plus tard vraiment plus tard, mais quand je suis vraiment devenue adulte. C'est-à-dire que j'ai tout fait en retard. Au lycée, moi, je faisais encore la course à Faniensk avec mon frère, j'avais 15 ans, donc tu vois, voilà. Et c'était assez spécial de vivre là-bas, puisque l'accès à la culture, c'était vraiment très, très fin comme ça. On se contentait des bandes dessinées, des Tintins et des Lucky Luke que ma mère ramenait. Elle tenait à ce qu'on lise. Voilà. Des petits romans jeunesse, mais voilà, ça se limitait à ça. Et sinon, quand on venait en ville de temps en temps à Tana, j'en profitais pour lire les Gaston Lagaffe, les Spirou de mes cousins. Mais tu revenais souvent sur Tana à l'époque déjà, où c'était vraiment... Si, on venait quand même de temps en temps à Tana, puisque le travail de mon père qui était... comment on appelle ça, il était gérant de la station d'essence Solimar, Rivouma. Donc, il fallait faire des va-et-vient souvent. Et pour tout ce qui est médical aussi, le dentiste, etc. Donc, c'était un peu mieux sur Tana, quoi. Ok, d'accord. Mais donc, du coup, c'était pas trop compliqué pour toi quand t'es passé à l'université et que t'es venu sur Tana, ça va, tu t'es adapté, on va dire, plus ou moins rapidement au final? Adapté rapidement, non, je dirais pas vraiment. Alors, j'ai emménagé à Tana vers mes 10 ans. J'ai redoublé ma 6e, du coup, puisque ça faisait trop. À l'époque, je venais de perdre mon papa, un grand frère, on changeait de ville, changeait d'école, tout. Donc, du coup, j'ai redoublé ma 6e, je comprenais pas. Il y avait des enfants qui se moquaient de moi, et tout. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire que, voilà, moi, je viens de là, tu vois. Et bon, en gros, c'est pas une raison pour se moquer de quelqu'un. L'origine, quoi, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. L'adaptation, à l'âge de 11 ans, 10 ans, par là, je commençais à regarder la télé. Donc, moi, je regardais encore des dessins animés pendant que les filles de mon école, par exemple, commençaient à crocher sur des garçons. Moi, je faisais à mon rythme, quoi. C'était assez compliqué, on va dire. Ok, mais en fait, cet attrait que tu as pour justement les livres pour la jeunesse ou les histoires qui tournent autour de l'enfance et de la jeunesse, d'ailleurs, tout ça, ça te vient d'où? Tu penses que c'est vraiment quelque chose de personnel pour toi? Oui, c'est assez personnel puisque moi j'ai adoré mon enfance. Comment dire? Je trouve que les adultes ont déjà des opinions et des avis assez figés, assez arrêtés. Et ils arrivent à choisir ce que ils veulent. Moi, j'ai envie de proposer des livres que j'ai pas lus dans mon enfance, d'où mon amour pour la littérature jeunesse. D'accord. Et d'ailleurs, s'il y a vraiment une succession de tomes qui t'a, je pense, qui t'a permis aussi de te faire encore plus connaître, c'est Harry. Oui.
qui est décliné en 3 tomes du coup, et que t'as fait en collaboration avec Cyrus, son nom d'artiste Rolling Pen du coup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, l'histoire parle de quoi, et justement peut-être comment toi tu t'y es pris dans ton processus de création. D'accord. Alors déjà pour résumer l'histoire, c'est le long des 3 tomes, on voit une petite fille qui s'appelle Har ou Hari, ça dépend de la personne qui prononce le prénom. Elle vit dans le sud de Madagascar. Et ce qui est marrant, ce qui est étrange en fait, c'est que elle est très différente du reste de sa tribu, que ce soit physiquement ou intérieurement. Donc elle a un profil psychologique assez spécial. Elle parle aux fleurs, un rapport assez particulier avec la nature. Et donc le long de ces 3 volumes-là, elle va chercher à savoir pourquoi elle est dans ce village. Où sont ses parents? On a dit que ses parents sont morts, mais le sont-ils vraiment, etc. Donc les thèmes principaux de la trilogie tournent autour du questionnement sur l'identité, de la différence, de la tolérance, du choix aussi, puisque nous sommes tous finalement la somme de nos choix. Dans le dernier tome, on parle du rapport qu'on a avec le temps, comment on gère notre temps, à qui on donne notre temps. Voilà. Et sinon, par rapport au processus de création, donc je travaille avec Rolling Pen, qui est aussi mon mari. On est édité chez Des Bulles dans l'Océan. Donc c'est une maison d'édition basée à La Réunion. Au tout début, en fait, quand on avait commencé le tome 1, ni lui ni moi n'avaient jamais fait de bande dessinée. Enfin, si moi je faisais des petits strips, des feuilles volantes, quoi, des petites BD, voilà, des petites blagounettes et tout. Et lui, à côté, il écrivait plus des critiques de films, des longs pavés hyper sérieux, tu vois. Et donc on tâtonnait un tout petit peu. On a appris à faire de la BD, au fait, en faisant de la BD. Voilà. Waouh. Ok, c'est super ça. Avant d'aller plus loin dans la discussion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, on a ce qu'on appelle le fast check. Oui. Je te donne le choix entre 2 choses et puis tu choisis du coup lequel tu préfères. D'accord. Alors, manga ou webtoon? Ouh, mon Dieu. Plus manga, parce que je suis quand même rattachée au format papier, on va dire. J'ai essayé le webtoon, mais je traîne déjà sur écran trop de temps. Déjà, mon travail se passe sur écran, tout se passe sur écran, donc plus manga. Sunset ou Sunrise? Sunset. Daft Punk ou Justice? Daft Punk. Aquarelle ou encre de Chine? Alors, je dirais encre de Chine, au fait, parce que je ne maîtrise pas du tout l'aquarelle, et pourtant, j'aime mieux le rendu de l'aquarelle. D'accord, ok, intéressant. Astérix ou Oncle Picsou? Oncle Picsou. Alors, il y a rien à redire, parce que Don Rosa, c'est un des auteurs dont je suis très, 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 très fan. Ouais. Pour lui, je ferais la queue à partir de 1h du matin s'il le fallait, donc Oncle Picsou. Ouais, ok. Mais il est encore en vie? Oui. Ok, d'accord, ok. Et ça serait un kiff quand même de le rencontrer, du coup, un de ces jours. Je l'ai raté d'un jour, une fois, à mais Paris. Non. Ah, purée. Mais bon, ça viendra. Ouais, voilà. Alors, et puis on a aussi sélectionné une question de l'audience. Oui. Sachant que la personne qui a posé la question ne savait pas que ça allait à toi, du coup, qu'on allait la poser. Quelle était l'étape la plus difficile dans ton parcours? Qu'as-tu fait pour t'en sortir? L'étape la plus difficile, je pense, c'est de se convaincre soi-même que c'est le métier que j'ai envie de faire. Parce que c'est un cheminement parsemé de doutes. Tous les jours, je doute. Et j'ai des réponses à mes doutes quand je suis en festival, quand je rencontre surtout le public, parce qu'en général, le travail, il est assez solitaire. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'étape le plus difficile. Après ça, c'est de convaincre la famille que voilà, je vais faire ce métier-là. D'autant plus que ma famille, presque tous les membres de ma famille ont des métiers très conventionnels. Donc, voilà. Ouais. D'ailleurs, quand tu dis
c'est rempli de doutes? Est-ce que c'est plus des doutes, tu vois, qui portent sur ta capacité, enfin sur ta créativité? Est-ce que c'est des doutes plutôt sur justement est-ce que c'est plutôt sur les aspects financiers, parce que forcément ça reste aussi un travail, l'idée c'est quand même pouvoir en vivre, ou est-ce que voilà, c'est d'autres types de doutes Bah, c'est les deux que tu viens de citer, déjà par rapport à ce que moi je suis apte à raconter, est-ce que j'aurai toujours quelque chose à dire, est-ce que j'aurai toujours quelque chose à raconter, est-ce que j'aurai toujours envie de dessiner? Bon, j'essaie de me convaincre tous les jours que oui, je vais faire ça tous les jours, mais après je suis pas figée, peut-être que j'aurai d'autres envies plus tard. Donc il y a le côté technique, oui, mais aussi par rapport au côté financier, où il faut quand même faire des concessions, parce que le métier dans la BD, c'est un métier très précaire. Le marché, il est hyper saturé avec 5000, 6000 titres chaque année. Donc se faire une place dedans, c'est vraiment être béni des dieux, quoi. Ouais. Et donc c'est pas ça qui me fait vivre, d'où le fait que je fasse de la littérature jeunesse, enfin des albums jeunesse aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, je suis éditée là-bas pour tout ce qui est voilà. Et c'est genre tu fais juste le côté graphique du coup, enfin les dessins et tout ça, tu fais les textes aussi, ou ça se passe comment? Là, j'ai eu un premier projet où j'illustre un livre. Il y a une autrice qui est super géniale, elle s'appelle Dosevia. Elle écrit le texte et moi j'illustre son texte. Voilà. Lourd, ok. Comment tu la rencontres? C'est quoi le process derrière? Alors, déjà, j'avais vu que Sawyer Claude, une amie, une illustratrice malgache, elle est représentée par un agent. Donc, j'ai cherché à savoir comment on fait pour, voilà. Donc, j'avais postulé partout pour chercher un agent. Pour te raconter une anecdote, j'avais envoyé 60 soumissions de portfolio. Au bout de 59 refus, j'allais abandonner. Et puis, un soir, je m'étais dit, bon, allez, un dernier, quoi. Ouais. Et c'était le bon. Et donc, cet agent-là essaie de me trouver, c'est l'agent qui me trouve des contrats, qui me propose des contrats. Et pareil pour les auteurs aussi, en fait, pour ceux qui écrivent, ils ont des agents, et voilà. Okay. Voilà, c'est comme ça. Ouf. Ils entremettent. Ouais, voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, mais sinon, je peux aussi proposer de l'écriture. C'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire. Mais bon, c'est encore tellement brouillon que voilà, on verra. Et ton agent, il est basé à Mada ou il est à l'étranger? Non, du tout, aux États-Unis. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah, super ça. Mais donc, ça se passe comment votre collaboration? C'est lui, par exemple, il est rémunéré sur la base de ce que toi tu vas signer, ou est-ce que c'est tous les mois, par exemple, c'est comme un salaire? Non, ça fonctionne par projet. Donc, en général, les commissions des agents, ça varie entre 15 et 35%. Je sais pas s'il y en a qui font plus, mais voilà. D'accord. Et ce projet-là, enfin, je veux dire, il te permet quand même, en tout cas sur le côté financier, voilà, de pouvoir t'apporter de la stabilité, d'accord. Oui. Ok, c'est hyper c'est le marché. Au fait, c'est pas du tout les mêmes marchés aux États-Unis ou en Europe. Là-bas, c'est vachement mieux payé. Ah ouais, tu sens quand même une différence, je veux dire. Oui, ouais. beaucoup, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Donc il y a quand même de quoi faire. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai arrêté toutes les commandes hors ONG à Mada. Donc je vais presque plus de commandes pour des entreprises et voilà. Et toi, t'es payé quoi par dessin, par le nombre de pages du coup tu produis? Donc ça va par projet au fait. C'est un forfait. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et l'agent, il t'aide à le négocier, le forfait? Oui, bien sûr. En fait, il y a tout le côté, entre guillemets, chiant, c'est l'agent qui gère tout en amont. Donc, tout ce qui est négociation, moi, je prends juste, ok, est-ce que ça te va? Oui. Tu dis juste oui, tu t'envoies ton RIB. Tout ce qui est côté contrat, etc. C'est, voilà. C'est top, ça. Ouais. Ok, moi, j'ai juste à travailler, au fait. Et ça, c'est quand même assez confortable. Et par exemple, du coup, l'idée, j'imagine pour toi à terme, c'est justement donc une fois que tu auras par exemple réalisé ce projet-là, c'est de te développer sur ce marché-là, j'imagine. Oui, bien sûr. Là, j'enchaîne un deuxième projet. Et voilà. Oui. Bon, je viens de finir le premier projet là il y a quelques jours. Ah oui. Okay. Donc tout aussi je suis là parce que c'est une belle parenthèse, tu vois. D'accord. Ça me permet de sortir de la maison, de discuter comme ça. C'est excellent. Oui, cool. C'est vraiment trop bien, mais ça fait grave plaisir de voir que nos talents d'une certaine manière s'exportent, tu vois, vraiment, on va dire au-delà des frontières de l'Europe, parce que c'est que généralement c'est en Europe que tu vois les choses commencent, tu vois, en tout cas en dehors de Mada, peut-être dans l'océan Indien, Europe, après États-Unis. Oui, mais c'est historique aussi, c'est ça. Ouais, on a un lien qui est assez fort avec la France et voilà.
Et toi, est-ce que par exemple, il y aurait un avantage pour toi d'aller habiter aux États-Unis, du coup Oui. Ouais. Après, j'en ai pas forcément envie. Tu vois, moi, j'aime bien Madagascar aussi. Oui. Il y a ce côté-là. Okay. Je pense pas changer de pays. Mais ouais. Par exemple, sur le côté argent toujours, en fait, comme Madagascar n'a pas de convention fiscale avec les États-Unis, il y a 30% d'impôts et de taxes qu'on retranche de ce que moi je reçois. Donc tu fais le calcul avec Donc tu fais le calcul avec la commission de l'agent. Ouais. Ah oui. Et voilà. Mais là où c'est bien, mais oui, voilà. Bon, si je pleure au fait, tu vois, à chaque fois que je vois un prix, moi je divise. Ouais. Mais voilà. Donc je pense qu'au niveau des taxes et des impôts, le statut il est autre quand tu migres là-bas. Ouais. Ok. Mais genre c'est pas envisageable que tu crées une structure, genre je sais pas, c'est une LLC ou quoi, enfin genre là-bas, tu vois. Je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Mais okay. Pour 30% éventuellement. Mais bon, il y a de quoi pleurer. Hein. Ok. Alors à un moment, tu étais aussi enseignante à l'ITU. Oui, je le suis toujours. Tu l'es toujours? Ouais. Sérieux? Ça se passe comment? Parce que bon, moi j'ai entendu j'ai un peu mon père qui me disait un savoir qui ne se transmet pas, c'est un savoir qui meurt en fait. Oui, Et c'est comment l'expérience d'enseigner? Parce qu'il y a des gens qui se disent que en fait à la base ils sont pas faits pour ça, tu vois, parce que genre tu vois genre comme on dit mouraxite, enfin tu vois il y a pas trop de patience, tout ça, etc. Et toi ça s'est passé comment? Bah, écoute, c'est venu assez naturellement parce que déjà moi je voyais comment ma mère faisait avec moi quand elle voulait m'apprendre quelque chose et j'essayais de reproduire le même modèle sur mon petit frère, tu vois. Ouais. Je lui inventais des cahiers et tout. Et je pense que quelque part, c'est une autre vocation. Si j'avais pas été dessinatrice, je pense que j'aurais été vraiment enseignante à temps plein. Ah ouais. Okay. J'aime tellement faire ça, en fait, que voilà. Après, c'est un métier quand même assez ingrat. C'est très... c'est pas hyper bien payé et tout, mais bon, il y a quand même des choses dans la vie où il y a plus que l'argent. Et voilà. Ouais, c'est vrai que, bon, c'est par exemple, effectivement, t'as la chance d'avoir des contrats qui te permettent d'être en bonne situation. C'est vrai que, bon, voilà, effectivement, si tu gagnes un peu moins, par exemple, sur l'enseignement, comme ça, je pense, comme tu dis, c'est vrai que c'est des métiers ingrats et pourtant, il y a tellement besoin. Je pense, peu importe le domaine d'éducation, tu vois, qu'on soit dans l'éducation, je veux dire, basique, genre, par exemple, t'es prof au collège, au lycée, ou dans les petites classes, ou que ce soit dans les domaines artistiques ou plus mécaniques ou autres, je pense il y a vraiment besoin et je pense c'est une des choses qui va faire que Mada en fait tu vois à terme pourra vraiment voilà bien se lancer. C'est pour ça aussi que je mets un point d'honneur à travailler pour des ONG dont les causes me tiennent particulièrement à cœur. Donc, entre autres, l'éducation, c'est quelque chose de très, très important pour moi parce que on se construit à partir de l'enfance. D'où, en fait, l'ensemble de tout ce que je fais. J'ai vu une discussion, justement, avec une invitée, du coup, qui me disait, en fait, que tu parles de jeu, mais justement que c'est bien, justement, de passer du temps avec l'enfant autour des jeux pour, justement, l'aider à se construire dès le plus jeune âge. Parce que ça permet de développer, en fait, tu vois, genre certaines facultés en fait tu vois que dont l'enfant aura besoin pour plus tard en fait de plus jeune âge Alors là récemment en décembre du coup t'as une distinction donc le Grand Prix Cyclone BD de La Réunion. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste du coup cette distinction là, comment on l'obtient et peut-être comment ça s'est manifesté, genre tu reçois un coup de fil ou est-ce que c'est un mail ou une annonce dans les journaux que tu vois et tu dis tiens c'est pas mon nom ça. Ce qui est drôle c'est que j'étais au courant de rien du tout. Je crois que c'est ma 4e participation à ce festival et les 3 éditions précédentes ce sont des grands noms qui obtiennent ce prix, tu vois, donc loin de moi l'idée d'avoir ce prix. Alors par rapport à la sélection en fait il y a un jury. Donc, il y a des libraires, des lecteurs. Il y avait, par exemple, aussi Alexis Temeyer de France Inter parmi le jury, des auteurs, etc. C'est eux qui font une liste de, je crois, 23 ou 25 personnes. Et après, ça va par système de vote, avec ton système de points. Et voilà, la liste se raccourcit, etc.
Et personne n'est au courant de la nomination jusqu'à la soirée. Et moi, ce soir-là, moi, j'étais ivre. Mais t'étais à la réunion ce soir-là? Oui, okay, j'étais à la réunion. C'est pendant le festival. Okay. Voilà. J'ai déjà assisté à ce genre de soirée, tu vois, et généralement, c'est des discours et tout. Donc, à chaque fois, moi, je me dis, allez, une petite pierre, deux petites pierres, trois petites pierres, et on va rentrer après parce que c'est de la mondanité, tu vois. Et voilà. Heureusement que j'étais pas tombée dans la piscine parce qu'il y avait une piscine à côté. Ouais. Et là, d'un coup, quelqu'un dit ton nom au micro. J'étais déjà j'étais déjà pas bien. Quand c'était mon éditeur d'ailleurs qui avait fait l'annonce, là il nous dit déjà quand il nous sort la liste des 5 premiers, là il dit 4 mots de chambre, j'étais là, vous êtes sérieux? Et à un moment donné, la liste elle se raccourcit. Et à la fin, il dit cette année on n'a pas de président mais une présidente. Et là, j'étais là en train de chercher mais qui ça? Et j'étais figée sur place. Waouh. C'était assez drôle. Et là, donc, il te dit, viens sur scène, fais un discours. Ah, mais viens devant et tout, faire un discours et genre, l'inspiration, grâce à la bière, ça va? T'étais bien ou... En fait, si tu veux, j'arrive pas à bien préparer les choses, à faire les choses hyper propres, hyper c'est plus spontané, quoi. Mais c'est plus ça. Donc, je leur ai juste dit, il fallait vraiment que vous fassiez ça, le soir où j'ai décidé de boire. Ok. Voilà, mais donc, en fait, cette distinction-là, elle récompense quoi? C'est genre la meilleure BD qui est en vente à la Réunion, du coup? Non, alors, ce prix récompense l'ensemble de la carrière, raison de plus. Ah oui. Pour laquelle, au fait, j'y croyais pas du tout parce que j'ai sorti que 3 livres, tu vois. Et, quand t'as à côté Fabien Toulmé, Didier Cascrin, qui est dans la liste avec toi, t'y crois pas, quoi. Ah ouais, c'est génial, ouais. Écoute. Franchement, congrats, hein. Merci. Et ce qui est drôle, c'est que plus je m'éloigne de cette soirée assez spéciale, au fait, plus j'oublie le prix. D'ailleurs, à la maison, le petit trophée, il est rangé dans un coin qui est pas du tout dans mon champ de vision quand je travaille. Ah ouais, sérieux? Il est pas mis en avant bien comme il faut. C'est dans ma bibliothèque parmi les livres. Ah oui. Voilà. En fait, si tu veux, c'est juste, juste entre guillemets, c'est un bonus, c'est un grand bonus dans ma petite carrière. Mais c'est pas quelque chose qui me définit puisque ça s'arrête pas là, donc je continue. Okay. Et ce qui est drôle aussi, au fait, c'est que à un moment donné de ma vie, je convoitais tellement des prix. Et au moment où j'y pense plus, ça vient comme ça. C'est fou quand même, hein. C'est assez fou parce que en principe, je devais être nominée pour un prix en France. Mais avec le système de quotas, de lobbying, etc., il s'était dit au fait dans le comité que non, deux filles, de femmes qui viennent toutes les deux de l'océan Indien. Non, on peut pas, on va juste en mettre une. Ah oui. Ouais, il y a, voilà, c'est la vraie politique, quoi, le truc, quoi. À chaque fois, en fait, il y a des prix, que ce soit, mais déjà comme les Grammys, tu vois. C'est partout, en fait. Et même dans la BD aussi, que ce soit Angoulême, n'importe quel festival, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à redire sur le prix. Ah, non, c'est un prix en carton, etc., etc. Ouais. Mais bon. Il y a quand même des cas où les prix sont quand même bien mérités et des cas où tu sais qu'il y a quand même un truc. Un truc, ouais. Et justement, par rapport à ça, par rapport au fait que, voilà, aujourd'hui, t'es une femme dans le monde de la BD. Déjà, il y a beaucoup de femmes dans ce monde-là? Statistiquement parlant, il y en a moins par rapport aux hommes, mais au tout début peut-être il y avait majoritairement des hommes, les femmes étaient moins visibles, mais aujourd'hui quand je vais en festival, il y en a beaucoup. Après dans notre maison d'édition chez Des Bulles dans l'océan, je suis quand même la seule. OK. Et est-ce que ça, tu crois que c'est... Bon, en fait, j'allais poser la question, est-ce que parfois c'est un obstacle? Mais bon, tu viens de parler de l'exemple, justement. Je sais pas pour les autres femmes, mais personnellement, moi, quand je travaille, je pense pas si je dessine mieux ou pas par rapport à un garçon. Je vois pas du tout d'obstacle au fait, parce que déjà, pour moi, la BD n'a pas de genre. Le fait que je travaille, c'est quand même un travail intellectuel, c'est un travail physique, voilà. Enfin, je vois pas de limite au fait par rapport au genre. Alors c'est vrai que bon, tu fais comme on dit, tu es de l'autre côté de la scène. Enfin, toi, c'est toi qui fais vraiment donc les illustrations pour les BD ou pour les livres jeunesse. Mais toi, généralement, quand tu lis, tu aimes lire quel genre de livre? Alors, je lis beaucoup de BD déjà.
Je rattrape toujours mon retard. Ok. Chaque fois, je ramène que des livres quand je pars à l'étranger, majoritairement des bandes dessinées. Mais sinon, côté livre, alors je lis moins maintenant parce que j'ai moins de temps. Et j'aime bien Jules Verne, j'aime bien Haruki Murakami, dont je suis une grande fan aussi. J'ai découvert très récemment, il y a 7 ans je crois, et là j'essaie de compléter ma collection. Okay. Après je suis assez hétéro, comment on dit ah purée, le mot m'échappe. Bref, ce que je lis est assez quand même varié côté roman. Okay. Par exemple, il y a aussi Oscar Wilde. J'adore le portrait de Dorian Gray, alors que c'est du français. Enfin, c'est de la traduction, mais c'est un français soutenu. Ah oui, ok. C'est hyper classe. Oui. Ouais, il y a pas des genres des wesh et des trucs comme ça. Donc, ouais. Je me dispute tout le temps avec mes étudiants par rapport à l'écriture, par rapport au français. Après, tu vois, à l'oral, oui, on peut faire des fautes. Déjà, c'est pas notre langue maternelle. Moi, pas la mienne, mais à l'écrit, pour moi, c'est juste pas possible de faire des fautes graves. Voilà. Là, tu parles de tes élèves, du coup, à l'ITU. À ITU, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que, quand tu bosses sur les 3 tomes de Harry avec ton mari, ça se passe comment? C'est difficile, la collab? Parce que, en plus, vous êtes tous les deux, on va dire, nouveaux dans le monde de la BD à ce moment-là, tu vois? Donc, chacun se cherche, mais en même temps, il faut essayer de bosser avec l'autre, tu vois. Bien sûr. C'était ponctué de beaucoup de disputes, surtout sur le premier tome, parce que voilà. Mais après, on s'était fixé une règle comme quoi, par rapport au dessin, s'il y a vraiment des contradictions d'idées, etc., c'est moi qui aurait le dernier mot, et par rapport au texte, c'est lui. Après, voilà, ça s'agit avec le temps, on sait un tout petit peu mieux comment ça fonctionne, on lit de plus en plus de bandes dessinées, donc là, ça va mieux. Ok. Mais genre, à ce moment-là, vous bossez de chez vous à ce moment-là? Pour le premier tome, on n'était pas encore mariés, donc tu vois, c'était plus ou moins simple, je pense, de travailler ensemble quand on n'était pas dans la même maison et tout. Et, par rapport, après, on s'était mariés et tout. Des fois, tu sais pas, en fait, à quel moment arrêter la discussion par rapport au travail. C'est ça, en fait. C'est genre, elle est où la limite, tu vois? Ouais, est-ce que c'est avant le dîner ou c'est jusqu'à ce qu'on dort? Bah, écoute, on n'a jamais établi de limite très claire, finalement, puisque déjà, en tout cas, pour moi, la BD, c'est ma vie. Enfin, c'est peut-être de grands mots, une grande phrase, mais si ça tenait qu'à moi, je ferais que ça. Pas trop de livres jeunesse, pas trop d'albums jeunesse et tout, mais je ferais que de la BD. Donc déjà, moi, je pars dans l'extrême. Je peux le réveiller et lui dire, et cette idée-là, ça te plairait en BD ou voilà. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement que, bon, lui, il est un peu plus carré, tu vois, donc. Okay. Et là, en fait, j'ai vu que t'étais en train, justement, alors je sais pas si c'est le projet dont tu parlais tout à l'heure, mais t'as une BD qui est prévue pour cette année qui s'appelle Verso. Voilà. Franchement, j'ai vu la page de couverture, la DA. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu futuriste, un peu, on dirait, enfin, un côté technologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bien sûr, alors, Verso, c'est déjà entre bande dessinée et roman graphique, donc ça va faire ce sera un one shot de 140 pages. Ouais. Et le scénariste ne m'a pas du tout ménagé cette fois-ci parce que ça se passe à Tana dans les années 80-90, donc il va falloir dessiner des voitures, des maisons. Voilà, donc je suis en train de pleurer en ce moment même. Et parce qu'il n'est pas fini encore. Non, c'est pas fini encore. Juste montrer la couverture sur les réseaux sociaux, mais voilà, il me reste 60 pages, je crois, mais ça sera prévu aux environs de la rentrée. Après, il y a un côté tech, science-fiction, mais ça sera très léger. Pour te pitcher vite fait l'histoire. Donc, ça sera l'histoire de 3 jeunes pré-ados. Il y a 2 garçons et une fille. Et tous les 3 sont issus de milieux très, très différents, mais ils travaillent dans la même école. Et donc l'histoire se passe à Tana dans les années fin 80-90. C'est toute ma génération, quoi, on va dire. Et c'est comme comment dire,
espèce d'hommage à toutes mes références, à moi et à mon mari aussi d'ailleurs. Il y a pas mal de musique dedans. On cite Led Zeppelin, on parle de Game Boy, on parle c'est des balades à vélo comme dans les, enfin tu vois, des Jurassic Park etc. Quoi. C'est du Dragon Ball. Voilà. C'est lourd. Et ces trois ados là, en fait, ils cherchent à savoir qui ils sont, puisque c'est un âge assez critique. Donc, tu vois quand même un tout petit peu le lien par rapport à mes autres livres et par rapport à mon enfance. C'est un âge où on cherche toujours sa place quelque part. Et on a mélangé un tout petit peu de science-fiction à tout ça. Voilà. Ça a l'air top, franchement. Et ce sera disponible à la vente ici ou est-ce que c'est destiné au marché? Oui, bien sûr. Après, il y aura toujours une petite latence par rapport à la diffusion à Madagascar, mais oui, ça sera en vente ici. Donc, si ça sort vers la rentrée à l'étranger, normalement, un mois après, ça devrait être disponible ici. Et comme nous sommes diffusés par Makassar, de toute façon, les librairies ici commandent directement via le diffuseur. Donc, ok. D'accord, c'est excellent, c'est excellent. Il y a justement quelque chose que tu disais que je trouve qui est très intéressant. C'est effectivement quand on entre dans l'adolescence jusqu'à... en tout cas, quand on rentre dans l'adolescence, c'est que c'est la période de la vie où on commence un peu à se chercher, où, comme tu disais, on essaie de savoir un peu notre place dans la société, dans le monde. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes avoir trouvé ta place, tu es à l'aise Après, je sais pas, tu vois, si une place, elle reste figée, tu vois, genre, j'ai trouvé mon trône et je bouge plus, mais, tu vois, pour l'instant présent, je suis assez, je suis heureuse de là où je suis, parce que j'ai une famille qui me soutient, pleinement. On va résumer ça comme ça, malgré, voilà, j'ai ma famille, j'ai mon travail que j'adore faire, j'enseigne. Voilà, je coche quand même pas mal de cases qui me rendent heureuse. Et s'il y a une case sur laquelle que tu aimerais cocher cette année, ce serait laquelle? Déjà finir mon livre. Finir Verso, aller voir d'autres pays à part l'Europe, qui est au programme là, puisque je suis invitée pour la première fois dans un pays d'Afrique. Et c'est assez chouette, quoi. Wow, ok. Ouais. Et voilà, c'est livre et voyage. Aujourd'hui, c'est quoi les sujets, tu vois, qui te gardent éveillé la nuit, qui te font, tu vois, c'est quoi aujourd'hui, par exemple, les grandes peurs de Dina aujourd'hui, les plus grandes peurs? C'est le temps. C'est le temps, c'est le manque de temps. J'ai envie que les journées fassent 48 heures au lieu de 24. Je manque de sommeil. J'ai une vie quand même assez déséquilibrée parce que je vois très rarement mes amis parce que je suis tout le temps à la maison. À un moment donné, je ressens cet effet de claustration, d'enfermement. C'est un travail solitaire. Et d'où je suis facilement addict par tout ce qui est réseaux sociaux, tu vois. Et ça, par contre, je déteste, mais en même temps, je suis là. C'est le temps qui me fait peur, le manque de temps. Ok, donc c'est le manque de temps, on va dire, par rapport à, on va dire, au repos et ta vie sociale, mais c'est pas forcément le côté la peur de la mort. Non, la peur de la mort, j'ai envie de dire, non, j'y pense pas trop. Après, j'ai vu tellement de gens partir dans ma famille que je sais pas, ça m'atteint plus autant qu'avant, en fait, la mort. Ça viendra quand ça viendra, tu vois. Ok, d'accord. J'ai vu, du coup, sur ton poignet gauche, là, t'as un tatouage, bon, l'audience le voit pas, mais il y a beaucoup de, alors c'est des cercles qui sont entre... Il a une signification, du coup Au moment où j'avais décidé de le faire, que j'étais dans les délires d'internet, woke, de l'attraction et tout le tralala auquel j'y pense plus du tout aujourd'hui. Et après, c'est un tatouage que je regrette pas du tout. Voilà. Ça a pas forcément de signification particulière. Au milieu, il y a un petit cœur. Mais bon, le tatoueur, il était pas bon. Pour un gros point. Mais c'est comme un petit titre de rappel, au fait, par rapport à la foi, par rapport à l'amour. Voilà, pour faire simple. Ok, d'accord. Et justement, tu disais que tu crois plus, par exemple, à la loi de l'attraction et tout ça. Toi, c'est quoi aujourd'hui les grands principes auxquels toi tu crois? Je suis croyante, je crois en Dieu, je crois au destin. Je crois en moi, je crois en les personnes, aux gens.
Après, ouais, tu vois, tout ce qui est loi de l'attraction, etc., c'est... oui, peut-être que j'y crois toujours, mais c'est juste la manière dont on fait tout un tintouin par rapport à ces théories fumeuses-là qui commencent à me saouler sérieusement. Donc là, je préfère... ouais, c'est ça, je préfère regarder un film, revoir mes classiques. Ouais. Là, tu parles de classiques, c'est quoi tes grands classiques comme film? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je construis toujours. Ouais, voilà. ouais. En fait, les goûts en termes de cinéma de mon mari déteint beaucoup sur moi. Que je suis fan de Tarantino. Genre, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de films, mais j'adore. Et pourtant, je suis quelqu'un de nature très, très, très impatiente. J'ai que de la patience que pour le dessin et pour mes étudiants. Ouais. Donc, quand j'étais enfant, tu m'envoies du western, j'ai envie de mourir, mais maintenant, voilà. Ça doit être l'âge aussi, je pense. Ouais. Genre les films où il y a quand même de l'action, du coup, ça va. Oui, ça va quand même. Après, je vais pas regarder du Jackie Chan, tu vois, mais. Ouais. D'accord, ouais, dans une certaine mesure. Mais sinon, j'aime bien tout ce qui est science-fiction aussi, tout ce qui est Odyssée de l'espace, Mission to Mars, ce côté. Voilà, j'ai envie de devenir astronaute. Ok. Genre t'as vu, alors là c'est vraiment de la science-fiction de ouf, mais t'as vu Dune? Ouais, j'ai vu, mais après, c'est fou parce que je me rappelle que du visuel du film. Je sais pas, il m'a pas marqué tant que ça. T'as pas marqué de ouf. Ouais. Et il faudrait que je revoie. Ouais, puis voir le 2, parce que je crois qu'il sort prochainement là, dans 10 jours, quelque chose comme ça, donc voir peut-être que c'est dans le... Tu sais, il y a des films ou des séries comme ça, genre la première saison, tu vois, par exemple, moi j'ai regardé Game of Thrones, tu vois. La première saison, bon, honnêtement, elle est un peu moyenne, tu vois, mais effectivement, c'est après, tu vois, que ça monte en puissance. Ah bon, c'est étrange parce que moi, j'ai plus préféré la première saison. Arrête. Ah oui? Ah oui. Bon, un truc moi, moi, le truc qui m'a choqué, c'est que moi, je voyais la jaquette de la série. Ouais. Et tu vois donc Ned Stark qui est là sur le trône. Mais il se fait décapiter après. C'est quoi ça? Non, j'ai bien aimé comment ils ont présenté tous les personnages et comment ils ont contextualisé toute l'histoire dans la première saison. Après, j'ai l'impression que c'est devenu un peu n'importe quoi. Pas mal de coucheries et tout. Enfin, voilà, quoi. Je suis pas contre les coucheries dans les films, mais j'ai l'impression qu'il y en avait quand même trop de temps en temps, tu vois. Enfin, ça servait pas forcément l'histoire. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. On a plus ou moins vers la fin de notre discussion, mais avant ça, j'aurais encore quelques questions. Et la première, c'était qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ces jeunes qui sont dans des peut-être dans des situations pas évidentes, on va dire, peut-être d'un point de vue aussi bien financier peut-être que social, et pourtant qui ont envie d'avancer dans la vie, ils ont envie de réussir aussi. Qu'est-ce que toi tu leur conseillerais? C'est déjà de savoir si on aime ce qu'on fait, parce que je pense que c'est important. Pendant longtemps, ma famille par exemple m'a demandé non, il faut faire du commerce, il faut vendre des choses, tu vois. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de vendre des produits ou que sais-je? C'est déjà de savoir si on aime ce qu'on fait. Alors, il y a un petit souci par contre par rapport à cette phrase, c'est qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, il faut essayer plein de choses. Il y a vraiment pas mal de choses. Forcément, si par exemple, je sais pas, tu vas essayer le théâtre, la musique, le cinéma, l'écriture, faire, je sais pas moi, carriériste dans une boîte, dans une entreprise, faire de la RH, c'est essayer plein de choses. Et au final, je pense que, t'auras plus d'affinité dans certains domaines par rapport à d'autres. Et une fois que tout sera, c'est quoi ton truc à toi? C'est d'y mettre du cœur, mais de savoir équilibrer aussi, parce que tout donner dans ce qu'on aime faire, des fois, on oublie la famille, on oublie les gens. Voilà. C'est quoi l'essentiel selon toi? Ah, mon Dieu. Je suis vraiment partisan le travail, c'est la santé. mais je sais pas, tu vois, le travail m'a tellement sauvée de plein de choses, de plein de phases différentes dans ma vie. Par exemple, à la mort de ma mère, j'avais fini le tome 2 de Harry en 1 mois et demi. C'est comme mon refuge, c'est tellement plein. Comment te dire, j'ai développé une grande histoire d'amour avec le dessin et surtout avec le travail. Et du coup, ce qui est important pour moi, je pense que c'est le travail. Mais oui, être quand même bien entouré. Voilà, c'est comme des couches, si tu veux, dans le travail, la famille, etc., etc. Mais voilà.
On va mettre quand même sur le même pied d'égalité parce que j'ai de la famille qui vont regarder la vidéo. Mais justement, tu parlais de par exemple, au décès de ta maman, tu t'es d'une certaine manière réfugié dans le dessin, t'as travaillé beaucoup plus vite pendant cette période-là. Mais est-ce que toi, ça t'a pas créé, tu vois, de genre l'activité du dessin égale, tu vois, genre moments difficiles de la vie, tristesse et tout ça. Tu vois, ça, t'as pas eu ce côté-là, genre par exemple après que t'aies fini le tome 2, t'as repris le dessin, tout ça, et bah, vu que t'as foncé dedans pendant les périodes dans lesquelles tu vois, tu faisais ton deuil, tu vois, ben c'était relié, tu vois, à cette activité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu, tu vois. En fait, j'ai du mal à choper la question. En fait, c'était, est-ce qu'à un moment ça t'as pas eu justement, on va dire, un côté j'aime moins le dessin, tu vois, parce que voilà, c'est relié à des périodes de la vie aussi difficiles. Non, du tout. J'ai jamais développé un côté négatif comme ça par rapport au dessin. Après, oui, il y a des fois où le dessin me saoule parce que j'ai eu trop de travaux de commande, mais j'ai jamais détesté le dessin. Ok, ça y a vraiment un vrai amour pour le dessin. Je sens, c'est incroyable. Et alors, est-ce qu'il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas évoqués sur lesquels tu souhaiterais qu'on discute un peu, tu vois Oh mon Dieu, je vais faire mon enseignante. Non, mais vas-y. Non, c'est plus par rapport aux jeunes, tu vois. Moi, je commence à prendre de l'âge. Bon, je suis peut-être encore jeune, on va dire. Bon, donc James. Je prends de l'âge. Mais voilà, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer le rapport à l'écran, quoi. C'est tellement partout que ça commence à m'écœurer, en fait. Tout ce qui est écran. Quand je vois mes étudiants qui arrivent à regarder un film en entier sur TikTok, tu vois, par petites parties, j'ai mal au cœur, tu vois. J'ai mal au cœur, je suis choquée et tout, mais voilà, quoi. Après, je sais pas. Enfin, les temps évoluent, peut-être que moi, tiens, quoi. Après, encore, tu vois, je pense, si jamais on passait la majorité de notre temps devant un écran pour, tu vois, apprendre des trucs, on va dire vraiment qui nous sont utiles, tu vois. Ok, tu vois. Mais quand t'es là, tu fais que scroller et voir la photo de la vie des gens, tu vois. Mais même moi aussi, je fais ça, et c'est ça le pire. Ouais, c'est ça qui est chaud. C'est tellement d'une facilité que voilà. Et d'un côté, ça donne plus de visibilité aux débiles et aux idiots aussi, Internet. C'est trop. Ouais, non, disons que c'est fou, c'est vraiment un truc à double tranchant. En fait. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, c'est genre Internet, je pense, c'est utile. Ouais, en termes de données, d'informations, c'est incroyable. Je pense que tu trouveras jamais autant d'infos dans un même endroit. Mais comme tu dis, effectivement, il y a plein de choses qui nous ramollissent un petit peu le cerveau. Mais bon, question d'équilibre, c'est le travail de toute une vie par rapport aux écrans, au travail, etc. Je sais pas. Et d'ailleurs, je reviens vite fait sur la question de l'équilibre. Certes, tu les as mis sur un pied d'égalité, la famille et le travail, mais ça va justement avec toutes les commandes que tu as, tu vois, avec les responsabilités que t'as encore le temps justement pour la vie de famille, notamment avec ton mari. Il y a quand même, il y a mon mari, ça c'est la famille à la maison. Oui, c'est sûr que je vois ce que tout le monde fait, on mange ensemble et tout. Mais il y a la famille en dehors de la maison. Il y a quand même des dates auxquelles je veux absolument pas être absente, quoi. C'est comme Noël, Pâques, enfin l'anniversaire des nièces et des neveux, c'est des choses comme ça. Je suis là. Alors, genre vous vous retrouvez généralement donc pour Noël, peut-être un Noël, le prochain Noël c'est chez toi par exemple et toute la famille vient du coup. Oui. C'est des dates auxquelles je suis là, quoi. Ah frère, c'est excellent. T'as quand même un minimum. Ouais, quand même, ouais. En plus, c'est genre une journée à chaque fois, c'est une journée ou après, comme ça. Quand tu as les Hadid et tout, là, là, par contre, surtout là, en plus, avec mon frère, non, là, c'est ton tour. En début d'année, c'est là où il y a les réunions de famille, faire la touch and tone et tout, là. Alors, par contre, j'ai été épargnée quand même cette année parce que j'ai pas mal voyagé. Ok, bonne excuse, tu vois. Écoute. Oh, c'est une vraie excuse, en vrai, tu vois. Ça, c'est une vraie excuse. C'est pas genre t'appelles et tu dis désolé, je sais pas, j'ai mal au ventre par exemple, tu vois, alors qu'en vrai t'as rien, tu vois. Mais... ok. Bah écoute, je voulais te remercier. Pour cet échange où on a parlé de beaucoup de choses, aussi bien sur le côté pro que perso. Et je voulais déjà
te souhaiter le meilleur, te souhaiter que les projets que tu envisages cette année pour plus tard se réalisent. T'as le voyage notamment en Afrique, donc j'espère qu'il va bien se passer et tout. Tu finiras aussi donc du coup Verseau. Je disais, c'est pas plus ou moins la rentrée septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et voilà j'espère que vraiment cette discussion pourra m'inspirer beaucoup aussi, notamment ce qui, moi je pense par exemple, qu'en étant à Madagascar, effectivement, on est limité en termes d'opportunités, mais je pense qu'aujourd'hui, quand par exemple, on voit qu'aujourd'hui, voilà, t'as par exemple un agent aujourd'hui, que tu commences à faire du business avec des partenaires aux États-Unis. Moi, je trouve ça incroyable. Donc voilà, vraiment plein de réussite et de santé. Bah écoute, je te retourne tes souhaits aussi pour le podcast, parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence à prendre de l'âge, à mûrir, on va dire. J'aime bien les formats lents de podcasts comme ça. Je regarde et j'écoute pas mal de podcasts quand je travaille, et je retiens mieux les choses quand ce sont des formats assez longs, assez denses. Non, franchement, bravo pour ce que vous faites, et merci pour l'invitation. Ça m'a permis de sortir de la maison, et j'ai bien aimé discuter avec toi et tout. Voilà, merci. Merci.